L'un des plus grands spécialistes de l'évolution du milieu du XXe siècle s'appelait Théodosius Dobzhansky. C'était un Russe d'origine qui s'était installé aux États-Unis et il a dit une phrase qui a été répétée de nombreuses fois depuis. Il a dit « Rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Pourquoi ? Eh bien parce que les êtres vivants sont issus d'un processus historique. Ils ne sont pas donnés tels quels par des lois. Ils ont été produits par ce processus de l'évolution. Et vouloir comprendre ce que c'est qu'un être vivant, c'est nécessairement se préoccuper de la façon dont ce processus historique a progressivement produit ces différents êtres vivants. Alors, la découverte de l'évolution a été un cheminement intellectuel long et difficile, qui n'est d'ailleurs pas totalement achevé dans nos sociétés, puisque de nombreuses personnes refusent ce fait encore aujourd'hui pour des raisons en général religieuses. Et cette découverte progressive de ce qu'est ce mécanisme a été en gros l'histoire de la biologie, de ses origines jusqu'à nos jours. Avant que la biologie ne soit une science, on parlait d'histoire naturelle. On regardait les animaux, les plantes dans la nature, et on racontait des histoires à leur sujet. On racontait des histoires dont certaines étaient vraies, que les plantes poussaient, qu'elles fabriquaient des fleurs, qu'elles fabriquaient des graines. On racontait des choses qui sont devenues progressivement fausses, comme par exemple le fait que certaines plantes pouvaient avoir des feuilles qui se transformaient en oiseaux ou en poissons selon où elles tombaient. On a raconté des choses fausses qu'on raconte encore, comme le fait que, pour faire un enfant, le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Le papa ne met pas de petites graines dans le ventre de la maman, c'est faux. La graine, chez les plantes, est le produit de l'activité femelle. C'est le descendant de la plante. Et quand il y a des mâles et des femelles, ce sont toujours les femelles qui produisent les descendants. C'est même comme ça qu'on les définit. Alors, le papa met dans le ventre de la maman des chromosomes qui vont venir féconder la graine que produit la mère, en réalité. Tout ça pour dire que des histoires, il y en a eu beaucoup, que beaucoup étaient fausses, et que certaines survivent encore d'une certaine façon. Et certainement d'ailleurs certaines survivent sans qu'on sache encore qu'elles sont fausses. L'histoire des feuilles qui se transforment en oiseaux ou en poissons, maintenant nous n'y croyons plus, mais les gens y croyaient dur comme fer jusqu'au XVIIe siècle. On pensait aussi, que chacun s'en souvient encore aujourd'hui, que les humains, les nuits de pleine lune, pouvaient se transformer en loups. C'était les fameux loups-garous. On croyait aussi d'ailleurs que la semence humaine, une fois plantée dans la terre, produisait une plante hybride, la mandragore. Alors, on voit que dans la vision de l'histoire naturelle jusqu'au XVIIe siècle, les êtres vivants pouvaient produire des descendants qui n'avaient pas grand-chose à voir avec eux, que les êtres vivants pouvaient se transformer au cours de leur vie et passer d'une espèce dans l'autre par des métamorphoses, ces métamorphoses décrites dès l'Antiquité par Ovide, et qui vont perdurer pendant toute l'histoire jusqu'au XVIIe siècle dans nos sociétés. Métamorphose, donc ça veut dire changement, passage d'une espèce à l'autre. Et on va se rendre compte à partir du XVIIIe siècle que tout compte fait, ça ne marche pas, que les métamorphoses n'existent pas dans ce sens-là. Évidemment, les métamorphoses existent. Les chenilles se métamorphosent en papillons, les têtards se métamorphosent en grenouilles. Mais ces métamorphoses concernent des individus qui vont par définition, en quelque sorte, concerner la même espèce. C'est-à-dire que si une chenille se métamorphose en papillon, si ce papillon, quand il fait des œufs, engendre ces chenilles, eh bien on va décider que les chenilles et les papillons en question font partie de la même espèce. Ça, c'est la révolution du début du XVIIIe siècle. C'est un gros changement. Parce qu'à partir du moment où on définit l'espèce de cette façon, eh bien l'espèce ne se reconnaît plus par des caractères physiques, par des caractères morphologiques. Une chenille et un papillon, ça ne se ressemble pas. Alors que jusque-là, on a appelé espèce des groupes d'individus qui se ressemblaient plus entre eux qu'ils ne ressemblaient aux autres, à partir du moment où on décide qu'il n'y a pas de métamorphose entre espèces, mais que les métamorphoses se produisent dans l'espèce, l'espèce n'est plus définie par son allure, par sa morphologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.